Ma belle-fille est entrée dans ma cuisine avec son sourire éclatant habituel, 2 tasses de café fumant à la main, comme si elle apportait les joyaux de la couronne. « Je t'ai préparé quelque chose de spécial aujourd'hui, » dit Patricia Elelane en me tendant une tasse de ce ton doux qui me rappelait toujours les édulcorants artificiels, écœurants et probablement mauvais pour la santé. Le café sentait mauvais. Pas vraiment mauvais, mais un peu fort et chimique, quelque chose. Appelez ça de l'instinct professionnel ou de la pure paranoïa. Mais quand on a passé 3 décennies à mettre des criminels derrière les barreaux, on finit par sentir quand quelque chose cloche. Quand Patricia s'est retournée pour prendre de la crème dans le réfrigérateur, avec un geste un peu trop délibéré, j'ai rapidement échangé nos tasses. Heureusement, c'étaient des mugs blancs identiques, car la subtilité n'a jamais été mon fort. Si vous regardez ça, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Voilà, dit-elle en s'installant en face de moi avec ce qui était maintenant ma tasse d'origine. Bois tant que c'est chaud. Son sourire était parfait, le genre qu'on voit sur les photos de famille juste avant une demande de divorce. Michael lisait son journal dans le salon, comme tous les dimanches matins depuis 3 mois, depuis leur mariage. Une histoire d'amour fulgurante. 6 mois ensemble, mariés après 3. Mais bon, quand on sait qu'on veut l'argent de quelqu'un, vous savez, non? J'ai essayé de la soutenir. Vraiment, je l'avais fait. Mais Patricia avait toujours quelque chose de répété, comme si elle jouait le rôle de la belle-fille dévouée plutôt que de l'être réellement. Nous avons discuté de la météo et du travail de Michael pendant que je faisais semblant de siroter mon café et que je regardais Patricia prendre son premier verre. Son visage s'est légèrement déformé, comme si elle avait goûté quelque chose de désagréable, et elle a reposé sa tasse sans prendre une autre gorgée. Intéressant. Elle n'a rien dit sur le goût, ce qui était encore plus intéressant. 20 minutes plus tard, elle s'est mise à tousser. Pas la petite tout polie de quelqu'un qui se racle la gorge, mais des spasmes profonds et violents qui semblaient véritablement pénibles. « Il y a un problème », a tâté-elle en agrippant le bord de la table tandis que sa toux s'intensifiait. Son visage était rouge et je voyais la panique se glisser dans ses yeux. Une véritable panique, ce qui était curieux, vu que c'était elle qui avait préparé ce mélange. « Michael !» appelai-je en direction du salon, même si une partie de moi était sincèrement fascinée par cette tournure inattendue des événements. « Michael, viens ici. » Mon fils se précipita dans la cuisine au moment même où Patricia se plia en deux, luttant pour respirer entre 2 quintes de toux. « Emmenez-moi à l'hôpital, » a tâté-elle en lui serrant le bras. « S'il vous plaît, il y a un problème. » Alors que nous nous précipitions vers la voiture, Patricia, lourdement appuyée sur Michael, émettait des cris de détresse appropriés. Une pensée me répétait sans cesse. Le café m'était destiné, ce qui signifiait que ma belle-fille adorée venait de s'empoisonner avec son arme du crime. Quelle ironie délicieuse! Les urgences étaient un véritable chaos, ce qui semblait approprié à la situation. L'état de Patricia s'était détérioré pendant le trajet. Une toux plus violente, des difficultés respiratoires et une éruption cutanée qui lui couvrait le cou comme une sorte de peste médiévale. L'équipe médicale a travaillé avec une efficacité impressionnante, la branchant à des moniteurs et posant des questions auxquelles aucun de nous ne pouvait répondre sans admettre une tentative de meurtre. Pendant que Patricia était examinée et mettait en scène sa souffrance, Michael s'est tourné vers moi, l'air inquiet. « Maman, je vais chez moi chercher ses affaires personnelles. Pyjama, brosse à dents. Tu sais comment sont les hôpitaux. »« Bien sûr, mon chéri, » ai-je dit en lui tapotant le bras. Comme il est attentionné de penser à des objets de réconfort alors que sa femme risquait de mourir d'un mystérieux empoisonnement. Quel mari attentionné! Je me suis installée dans la salle d'attente, regardant les infirmières passer en hâte, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les magazines dataient tous d'au moins 2 ans, ce qui m'a laissé tout le temps de contempler la tournure fascinante qu'avait prise mon dimanche tranquille. 1 ou 2 heures plus tard, Michael est revenu avec le sac de voyage de Patricia, l'air convenablement épuisé et inquiet. Presque immédiatement après son retour, comme s'il avait été chorégraphié, le docteur Rodriguez est sorti de la salle de soins avec le genre d'expression sombre que les médecins réservent aux très mauvaises nouvelles. Nous avons trouvé des traces d'une substance toxique dans son sang, a-t-il annoncé avec une précision clinique. Il semble s'agir d'un empoisonnement délibéré. Le mot « empoisonnement » flottait dans l'air comme une condamnation à mort, ce qu'il était techniquement censé être. Avant que je puisse pleinement saisir l'ironie de la situation, la voix de Patricia a retenti derrière le rideau, faible, mais remarquablement claire pour quelqu'un qui avait frôlé la mort quelques instants plus tôt. Elle a empoisonné mon café. Patricia me désigna du doigt, tremblante, comme si elle s'était remise de son expérience de mort imminente. Elelane me le fit boire. Eh bien,
Quelle gratitude! Je lui avais sauvé la vie par inadvertance en échangeant les tasses, et elle me rendait l'appareil en essayant de me faire accuser de tentative de meurtre. La jeune génération n'avait vraiment aucun sens de l'ironie. La police arriva en quelques minutes, car apparemment, les tentatives de meurtre sont traitées en priorité. L'inspecteur Martinez prit nos dépositions séparément, et je leur racontai exactement ce qui s'était passé. L'odeur étrange, mon instinct de changer de tasse, Patricia buvant ce qui m'était destiné. La vérité, en somme, sauf le moment où j'évoquais la satisfaction de voir quelqu'un se prendre pour son propre piège. Madame Wilson, dit prudemment l'inspecteur Martinez, si vous soupçonniez que le café était dangereux, pourquoi ne pas simplement refuser d'en boire? C'était une question légitime, même si expliquer que des années de poursuites judiciaires m'avaient donné un sixième sens en matière de tentative de meurtre me semblait soulever plus de questions qu'apporter de réponses. Je n'étais pas tout à fait sûr, dis-je, ce qui était techniquement vrai. Je savais juste que quelque chose clochait. Quand Michael a été interrogé, sa réponse a été plus poignante que n'importe quel contre-interrogatoire du procureur. « Ma mère se comporte bizarrement ces derniers temps, » dit-il, sans me regarder dans les yeux tout en me jetant métaphoriquement sous le bus. Enfin, je ne pense pas qu'elle ferait de mal à qui que ce soit, mais le doute dans sa voix était indéniable. Mon propre fils jouant entre sa femme et sa mère comme s'il pariait sur les paris hippiques. Quel charme! Madame Wilson, nous devons vérifier certaines choses chez vous, m'informa l'inspecteur Martinez plus tard dans la soirée. Sa façon de dire « vérifier » indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une demande, mais plutôt d'un ordre poliment formulé. Je les ai accompagnés sans soupçon, les observant effectuer ce qu'ils appelaient une perquisition de routine chez moi. Une routine? Mon pied. Ils cherchaient des preuves. Et à en juger par leur expression déterminée, ils s'attendaient à les trouver. 20 minutes plus tard, ils ont trouvé la perle rare. Ou plutôt, ils ont trouvé ce qu'on voulait qu'ils trouvent. Une petite bouteille de liquide transparent cachée dans l'armoire de ma salle de bain, cachée derrière l'aspirine comme une sorte d'œuf de Pâques mortel. Avec elle, une liste manuscrite comprenant le nom de Patricia et ce qui semblait être un reçu pour des produits chimiques. Comme c'est pratique. Comme c'est parfaitement pratique. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant, dis-je en fixant les preuves qui s'étaient matérialisées dans ma propre salle de bain. L'écriture sur la liste ressemblait étrangement à la mienne, soit il s'agissait d'un faux impressionnant, soit j'avais développé une double personnalité avec des tendances meurtrières. Les policiers échangent ces regards significatifs que les agents des forces de l'ordre perfectionnent à l'entraînement. Ce regard qui dit « on a notre suspect » sans le dire à voix haute. « C'est très suspect » murmura l'un à son partenaire, comme si je ne les entendais pas à un mètre de distance. Mais il nous faudra une analyse informatique et des témoignages d'experts pour monter un dossier solide, répondit l'autre, visiblement habitué à trop de séries policières. Madame, nous revenons demain matin avec un mandat de perquisition complet, m'informa l'inspecteur Martinez, avec la courtoisie professionnelle réservée aux personnes qui vont assurément en prison. Nous devons examiner votre ordinateur et faire appel à des experts médico-légaux. Ils ont laissé une voiture de patrouille stationnée devant chez moi, soi-disant pour ma protection, mais clairement pour me surveiller. Debout à la fenêtre de ma cuisine, je regardais l'agent dans la voiture faire semblant de lire un journal tout en surveillant visiblement ma maison. Je réalisais que je n'étais plus une victime qui signalait un crime. J'étais suspectée de tentative de meurtre. Les preuves avaient été fabriquées. J'en étais absolument certaine, mais comment et par qui? Le timing était trop parfait, trop opportun. Quelqu'un avait profité de ces heures cruciales à l'hôpital pour me piéger pour tentative de meurtre, et l'avait fait avec une précision qui suggérait soit une expérience professionnelle, soit un excellent sens de l'organisation. En fermant les rideaux, occultant ma babysitter policière, je ne pouvais m'empêcher de penser que mes vrais ennuis ne faisaient que commencer. Celui qui avait orchestré ce petit coup monté était clairement plus créatif que le criminel moyen. Quel soulagement de rencontrer enfin quelqu'un qui apprécie les subtilités de la falsification de preuves. Au matin, la panique s'était installée avec l'efficacité d'une machine bien huilée. Je voyais la voiture de patrouille dehors, aussi discrète qu'une enseigne lumineuse annonçant que des criminels présumés vivent ici. Et chaque fibre de mon être me criait que j'allais être arrêté pour quelque chose que je n'avais pas fait. Techniquement, quelque chose que j'aurais pu éviter si j'avais été la victime visée, mais ne coupons pas les cheveux en quatre. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne qui, j'en étais sûre, me croirait. Principalement parce qu'il m'avait vu à l'œuvre pendant 20 ans et savait que j'étais bien trop intelligent pour empoisonner quelqu'un avec mes propres tasses de café. Frank, j'ai besoin de ton aide. Je suis dans une situation terrible,
ai-je dit lorsque mon ancien collègue a répondu à la deuxième sonnerie. Frank Morrison avait été mon associé au bureau du procureur pendant 20 ans. Si quelqu'un pouvait faire la différence entre une véritable culpabilité et un coup monté bien monté, c'était bien lui. De plus, il me devait bien de l'avoir couvert lors de ce malheureux incident avec l'avocat de la défense et la chambre d'hôtel, même si nous avions convenu de ne plus jamais en reparler. Frank, tu me connais depuis 20 ans. Tu sais que je n'empoisonnerai jamais personne. J'ai marqué une pause. Enfin, pas quelqu'un qui ne le méritait pas, et certainement pas avec une technique aussi bâclée. Bien sûr, je le sais, et Eleanor, raconte-moi exactement ce qui s'est passé. J'ai tout expliqué. Le café, l'empoisonnement théâtral de Patricia, la preuve commodément dissimulée dans ma salle de bain comme un cadeau de pendaison de crémaillère malicieux. Il pense que j'ai tenté d'assassiner ma belle-fille. Une voiture de police surveille ma maison comme si j'étais une sorte de génie du crime. Frank m'a écouté sans m'interrompre, ce qui était l'une de ses qualités, puis a dit qu'il passerait quelques appels et me rappellerait. 20 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné avec une urgence qui laissait présager une mauvaise nouvelle. Eleanor, je viens de le confirmer par mes contacts. Ils émettent un mandat d'arrêt demain matin à la première heure. Tu dois filer de là immédiatement. Comment? Il y a des policiers devant chez moi qui jouent la surveillance la plus évidente du monde. Sors par derrière. Viens dans ma ville. Tu connais mon adresse. On trouvera une solution ensemble. Des décennies d'expérience en droit m'avaient appris comment les fugitifs échappent à la justice, une connaissance que je n'aurais jamais cru devoir appliquer personnellement. La vie est pleine d'ironie. J'ai pris des documents essentiels et le peu d'argent liquide que j'avais sous la main, puis je me suis faufilé par mon jardin pendant que les agents continuaient de surveiller ma porte d'entrée. J'ai pris la voiture jusqu'à une gare à 2 villes de là, j'ai abandonné ma voiture dans un parking longue durée comme une sorte d'espion de banlieue, et j'ai entamé un voyage soigneusement planifié impliquant plusieurs trains et bus. Le soir, j'étais sur le pas de la porte de Frank, officiellement un fugitif recherché par la justice. Bon, ai-je dit lorsqu'il a ouvert la porte, ce n'est pas exactement comme ça que j'ai l'intention de passer mes vieux jours, mais au moins, c'est plus excitant qu'un club de bridge. La chambre d'amis de Frank ressemblait à un refuge, ce qu'elle était à bien des égards. L'ironie ne m'a pas échappé. Après avoir passé ma vie à mettre des gens en prison, je me cachais désormais du système même que j'avais servi. « Eleanor, tu es officiellement une fugitive », m'a-t-il dit en buvant un café le lendemain matin, comme si j'avais besoin qu'on me le rappelle. C'est sérieux. S'il m'arrête, je ne pourrai jamais prouver mon innocence depuis une cellule, ai-je répondu en ajoutant du sucre à mon café avec peut-être plus de force que nécessaire. Il faut absolument découvrir qui est vraiment Patricia, car je suis presque certaine que sa profession n'est pas celle de belle-fille dévouée. Frank avait gardé des contacts au sein des forces de l'ordre pendant sa retraite, le genre de réseau qui se construit grâce à des décennies de cartes de Noël et de faveurs professionnelles. Même si je ne pouvais pas me montrer ou que ce soit sans risquer d'être arrêté, il pouvait mener des enquêtes discrètes sans déclencher de signaux d'alarme ni poser de questions gênantes sur l'hébergement de fugitifs. Commençons par une vérification basique des antécédents, suggéra Frank en sortant son ordinateur portable. Il y a quelque chose dans toute cette affaire qui semble orchestrée, comme si quelqu'un avait planifié ça depuis des mois. On a passé la matinée à faire le point sur ce qu'on savait. Patricia était apparue dans la vie de Michael 6 mois plus tôt, comme un cadeau romantique venu de l'univers. Ils s'étaient mariés 3 mois plus tard, et voilà que quelqu'un tentait de m'empoisonner, l'utilisant comme arme involontaire. Le timing était soit une coïncidence remarquable, soit une planification remarquable. Et d'après mon expérience, les criminels se fiaient rarement au hasard. Frank commença à appeler des contacts dans différents services de police, présentant soigneusement ses demandes comme des consultations de routine. Pendant ce temps, j'essayais de rassembler tout ce que je savais sur ma belle-fille, ce qui était étonnamment peu pour quelqu'un qui dînait le dimanche à ma table depuis 3 mois. Elle prétendait être infirmière, mais je n'avais jamais vu de traces de ses horaires de travail ni entendu parler de ses collègues. Elle disait être californienne, mais son accent présentait de subtiles incohérences que j'avais prises pour une variation régionale. De petits détails que j'avais négligés, considérés comme sans importance, me semblaient désormais potentiellement importants, comme les pièces d'un puzzle que j'avais eu la politesse de ne pas assembler. « Elle est la Nair », dit Frank après son 3e appel. « Je vais rechercher le nom et les coordonnées de Patricia dans des bases de données. Si elle n'est pas celle qu'elle prétend être, nous le saurons. » Au début de notre enquête, je ne pouvais m'empêcher de penser que, quelque part, le véritable coupable regardait probablement la couverture médiatique de mon affaire et se félicitait d'avoir commis le crime parfait.
Le genre de suffisance qui naît du fait de réussir à piéger un innocent doit être particulièrement satisfaisant. Enfin, presque parfait. Ils avaient sous-estimé un facteur crucial. J'étais procureur, pas victime, et je savais exactement comment démanteler une association de malfaiteurs. Il était temps de leur rappeler l'importance de cette distinction. L'enquête de Frank a donné des résultats plus rapidement que prévu, et ils étaient plus troublants que même mon esprit cynique de procureur n'aurait pu l'imaginer. Apparemment, mon intuition concernant Patricia avait été juste, même si j'aurais préféré me tromper sur la présence d'un tueur en série dans la famille. « Elanie, votre belle-fille n'existe pas », a annoncé Frank en étalant des documents sur la table de la cuisine comme s'il présentait des preuves devant un grand jury. Du moins pas sous le nom de Patricia Peterson, mais je l'ai trouvée opérant sous le nom de Victoria Blackwood à Phoenix, en Arizona. Les photos étaient sans équivoque. Même visage, même sourire appliqué, mêmes yeux morts que j'avais pris pour de la sérénité. Victoria avait été mariée à Harold Blackwood, un rameur veuf de 72 ans au patrimoine conséquent, qui avait probablement cru avoir gagné à la loterie romantique. Harold était décédé 8 mois après leur mariage, officiellement des suites d'une intoxication alimentaire. Quelle charmante cohérence! Il y a plus, continua Frank en sortant un autre dossier avec l'enthousiasme de quelqu'un qui a trouvé la perle rare. J'ai découvert une seconde identité. Sarah Mills, de Denver, dans le Colorado. Elle était mariée à Robert Mills, 68 ans, décédé d'un arrêt cardiaque soudain 4 mois après leur mariage. Le schéma était limpide. Patricia était une tueuse en série spécialisée dans les mariages avec des hommes riches et âgés, puis dans l'héritage de leur fortune après des décès opportuns. Elle avait transformé le meurtre conjugal en un modèle économique d'une efficacité presque impressionnante. Frank, quelque chose me tracasse dans le timing, dis-je en étudiant les preuves et en ressentant cette démangeaison familière du procureur qui me faisait rater quelque chose d'important. Comment a-t-elle réussi à introduire des preuves chez moi si vite? Elle était à l'hôpital, soignée pour empoisonnement. Ça me tracasse aussi, admit Frank en se renversant dans son fauteuil. Patricia était restée inconsciente la majeure partie de ce temps, et même si ce n'était pas le cas, elle était sous surveillance médicale constante. Quelqu'un d'autre devait l'aider. Mais qui aurait accès à ma maison à ces heures-là? Au moment même où je posais la question, une terreur glaciale m'envahissait l'estomac. Frank me regardait attentivement, tel un médecin s'apprêtant à poser un diagnostic de phase terminale. Elanie, seul Michael avait accès à ta maison pendant cette période. Et s'il n'allait pas là où il avait dit qu'il allait, j'avais l'estomac noué comme si j'avais été poussé du haut d'une falaise. Mon fils ne ferait jamais ça. Il était sous le choc quand Patricia est tombée malade. Mais alors même que je le disais, j'entendais le doute s'insinuer dans ma propre voix. Parfois, les gens qu'on aime nous surprennent, dit Frank doucement, même si son expression suggérait qu'il nourrissait les mêmes pensées sombres que moi, j'essayais d'éviter. Je dis juste que le moment était bien choisi. Le doute qu'il semait était comme un poison, se répandant dans mes pensées et contaminant chaque souvenir de ce jour-là. Quelqu'un avait placé cette preuve au moment idéal et en parfaite connaissance de cause chez moi. La question était, mon fils m'avait-il trahi, ou étais-je simplement paranoïaque? Compte tenu des événements récents, la paranoïa semblait une réponse parfaitement raisonnable. Les mots de Frank m'ont hanté pendant une nuit blanche, se répétant en boucle comme une sorte d'instrument de torture émotionnelle. Le lendemain matin, j'ai eu une révélation soudaine qui m'a glacé le sang et m'a rappelé pourquoi j'avais été un bon procureur. J'ai remarqué des détails que d'autres n'avaient pas remarqués. Frank, je viens de me rappeler quelque chose qui pourrait être important. Il y a quelques jours, j'ai installé une caméra de surveillance devant ma porte d'entrée à cause des cambriolages dans le quartier. Vous avez des images vidéo de cette journée. Les sourcils de Frank se sont levés comme s'il venait de réaliser que nous avions peut-être trouvé une mine d'or. Avec tout ça, c'est arrivé. Je l'avais complètement oublié. J'ai attrapé mon téléphone et lancé l'application de sécurité avec l'espoir désespéré que l'on éprouve généralement lorsqu'on reçoit un billet de loterie. Si Michael est vraiment allé chez lui comme il a dit, la caméra ne montrera rien. Mais s'il venait chez moi, mes mains tremblaient tandis que je parcourais les images de notre séjour à l'hôpital. Frank regardait par-dessus mon épaule tandis que je cherchais la période pertinente. Nous retenions tous les deux notre souffle comme si nous désamorcions une bombe. C'était là, clair comme le jour et 2 fois plus accablant. La voiture de Michael s'engageait dans mon allée à l'heure exacte où il avait prétendu être chez lui. Michael se dirigeait vers ma porte d'entrée, clé à la main, avançant avec une détermination qui suggérait qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Michael entrant chez moi et y restant plus d'1 heure,
largement assez de temps pour disséminer des preuves un peu partout dans la maison et probablement redécorer au passage. Pire encore, les images le montraient sortant par ma porte de derrière, essayant clairement d'éviter la caméra de devant, car rien ne dit mieux qu'un fils innocent qui fait des courses qu'il se faufile par la porte de derrière de la maison de sa mère. Il a menti. Ai-je murmuré, les yeux rivés sur l'écran comme s'il allait soudainement afficher une version différente des faits. Mon propre fils a menti à la police sur l'endroit où il se trouvait. Frank posa une main sur mon épaule avec cette douce compassion habituellement réservée aux pompes funèbres. « Elané, je suis désolé, mais maintenant nous avons des preuves concrètes. » Je n'ai pas pu parler pendant plusieurs minutes. La trahison était plus profonde que n'importe quelle blessure physique, comme si quelqu'un avait touché ma poitrine et réorganisé mes organes vitaux. Mon fils, l'enfant que j'avais élevé, soutenu dans tous mes échecs et célébré dans chaque petit succès, avait activement participé à mon accusation de tentative de meurtre. Pourquoi? Parvins-je enfin à dire, même si le mot ressemblait davantage à un croassement. Pourquoi Michael ferait-il ça? Je ne sais pas, dit Frank doucement. Mais nous allons le découvrir. Les doux dîners de famille, les conversations affectueuses, l'inquiétude dans le regard de Michael à l'hôpital, tout cela avait été une mise en scène élaborée. Mon fils était un étranger au visage familier, et apparemment, il jouait bien mieux que je ne l'aurais jamais cru. Quelle délicieuse perversion! J'avais élevé mon propre Judas, il m'avait trahi pour bien plus de 30 pièces d'argent. Malgré les protestations de Frank et ses inquiétudes tout à fait légitimes concernant ma santé mentale, je savais ce que je devais faire. J'y vais, Frank. Je dois confronter mon fils avec toutes les preuves. Et les lanards, c'est dangereux, dit Frank, utilisant le ton habituellement réservé aux personnes qui s'exposent à des risques. Tu es une fugitive, et maintenant on sait qu'on ne peut pas faire confiance à Michael. C'est peut-être un piège. Il faut que je l'entende de sa bouche avant d'aller à la police, répondis-je en vérifiant mes clés de voiture avec la détermination de quelqu'un qui a déjà pris une décision irrévocable. J'ai besoin de comprendre pourquoi mon propre fils pensait que tuer sa mère était une activité raisonnable le week-end. Je me rendis chez Michael ce soir-là, le cœur battant à tout rompre, entre colère et chagrin, comme un coup de fouet émotionnel. À mon arrivée, je vis des lumières allumées et entendis des voix à l'intérieur, plusieurs voix, ce qui signifiait que Patricia était là aussi. Parfait. Rien de tel qu'une réunion de famille pour révéler le vrai visage de chacun. Je me suis approchée de la fenêtre latérale et me suis accroupie pour écouter, me sentant comme une sorte d'espionne de banlieue. Ce que j'ai entendu a confirmé mes pires craintes et a brisé ce qui me restait de foi en mes compétences parentales et en la morale de mon fils. Michael, arrête de culpabiliser. La voix de Patricia était froide et calculatrice, comme si elle parlait de projets de week-end plutôt que de tentatives de meurtre. Tu te souviens pourquoi on fait ça? 7 millions de dollars et une vie complètement nouvelle. Je sais, mais en voyant ma mère dans cet état, fuyant la police, la voix de Michael était faible et conflictuelle, mais pas assez pour quelqu'un qui venait de faire accuser sa mère de tentative de meurtre. Ta mère qui t'a traité comme un raté toute ta vie, qui n'a jamais cru en toi. La manipulation de Patricia était magistrale, frappant chaque insécurité avec une précision chirurgicale. Avec moi, tu es enfin l'homme que tu étais censé être. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer, plaçant soigneusement la caméra sur le rebord de la fenêtre pour capturer leurs deux visages. Au moins, j'aurai la preuve de leur petite conspiration, à condition de vivre assez longtemps pour m'en servir. Tu as raison, dit Michael, sa voix devenant de plus en plus convaincue. Elle ne m'a jamais respectée. Au moins, avec toi, j'ai l'impression d'être important. Soudain, le regard de Patricia se fixa sur mon téléphone, tel un prédateur qui guette sa proie. Michael, ta mère est là. Avant que je puisse bouger, Patricia avait attrapé quelque chose dans un tiroir. Une arme, car apparemment, ma soirée n'était pas encore assez dramatique. Sa voix résonnait clairement à travers la fenêtre, ce qui m'a permis de l'entendre. Tu as rendu les choses tellement plus faciles. Eleanor, maintenant je peux invoquer la légitime défense quand tu es revenue pour finir ce que tu as commencé. Je me suis laissée tomber sous la fenêtre, le cœur battant comme si je venais de courir un marathon. Patricia avait l'intention de me tuer sur le champ et de faire croire que j'étais revenue pour achever ma tentative de meurtre. Enfin, au moins, elle était constante dans sa créativité. Et Eleanor, je sais que tu es là. La voix de Patricia résonnait dans l'air nocturne tandis qu'elle traversait la maison avec son arme, comme une sorte de présentatrice de jeux télévisés démente. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Je me suis accroupie derrière l'abri de jardin, essayant de contrôler ma respiration, me demandant si c'était ainsi que ma carrière dans les forces de l'ordre allait se terminer.
Me cacher derrière des outils de jardinage pendant que ma belle-fille me traquait comme un animal sauvage. L'ironie était presque poétique si l'on appréciait l'humour noir. « Sortez! Sortez où que vous soyez !» cria Patricia d'une voix chantante qui aurait été charmante si elle n'avait pas accompagné une tentative de meurtre. On ne peut pas se cacher éternellement. Et franchement, je commence à m'impatienter. Par la porte ouverte, j'entendais la voix paniquée de Michael. « Patricia, ça devient bien trop dangereux. On devrait peut-être y réfléchir. »« On devrait réfléchir à quoi ?» rétorqua Patricia avec la patience de quelqu'un qui a visiblement atteint ses limites. Elle nous a vus. Elle a tout entendu. On ne peut plus faire marche arrière, Michael. On doit la tuer pour de bon cette fois. Mais et si quelqu'un entend le coup de feu? Les voisins pourraient appeler la police. Alors on dira qu'elle m'a agressée et que je me suis défendue, répondit Patricia avec cette assurance désinvolte qui suggérait qu'elle avait bien réfléchi. La police la soupçonne déjà d'être une meurtrière potentielle. Ça ne fait que faciliter leur enquête. J'avais mon téléphone serré dans ma main, continuant d'enregistrer tout avec le dévouement d'un correspondant de guerre. La voix de Patricia était claire, ses intentions évidentes, et son absence totale de remords était franchement impressionnante par sa minutie. Elle préparait ma mort, expliquait précisément comment elle allait la dissimuler, comme si elle donnait un cours magistral sur les techniques avancées du meurtre. « Michael, aide-moi à fouiller le jardin », ordonna Patricia avec l'autorité de quelqu'un qui était clairement responsable de cette entreprise criminelle. Elle n'a pas dû aller bien loin, et j'aimerais conclure avant le début des informations. J'entendis des pas sur la terrasse, puis des pas dans ma direction avec une approche systématique qui suggérait qu'ils avaient regardé trop de séries policières. Ma seule chance était de rester discret et d'espérer qu'ils fouilleraient d'abord l'autre côté du jardin, me laissant le temps de planifier mon évasion. « C'est complètement fou », marmonna Michael. Mais je l'entendais obéir aux ordres de Patricia quand même, car apparemment, la tentative de matelas était la limite de sa liberté de penser. « C'est insensé de laisser une femme de 70 ans ruiner notre plan parfait, » répondit froidement Patricia. « Nous avons fait trop de chemin pour la laisser tout détruire maintenant. D'ailleurs, considérez cela comme un héritage précoce. » Alors qu'il se dirigeait vers le coin le plus éloigné du jardin, j'ai saisi l'opportunité. Me cacher et me déplacer avec une discrétion dont je n'avais jamais eu besoin auparavant. Je me suis glissé vers le portail et me suis glissé dans l'allée derrière la maison. J'ai couru vers ma voiture avec une vitesse que je n'avais jamais montrée depuis le lycée, les mains tremblantes au démarrage. J'avais tout ce qu'il me fallait maintenant. Des preuves vidéo de Michael en train de dissimuler des preuves. Des enregistrements audio de leur complot et des menaces directes de Patricia de me tuer. Il était temps de mettre fin à ce cauchemar une fois pour toutes, à condition que je survive assez longtemps pour que justice soit faite. J'ai roulé directement jusqu'à la maison de Frank, les mains encore tremblantes d'adrénaline et de l'expérience surréaliste d'être traqué par ma propre famille. Frank, j'ai tout. Patricia a essayé de me tuer et j'ai tout enregistré. Frank a jeté un coup d'œil à mon visage et a immédiatement pris un café, car apparemment, survivre à une tentative de meurtre exigeait de la caféine. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les preuves, les images de la caméra de sécurité de Michael, les enregistrements audio de leur complot et les menaces de mort remarquablement claires de Patricia. C'était plus que suffisant pour prouver mon innocence et révéler leur culpabilité. En supposant que le système judiciaire fonctionne toujours comme prévu. Et les lanaires, voici des preuves solides de complot, de tentatives de meurtre et d'intimidation de témoins, a déclaré Frank, examinant les enregistrements avec la minutie de quelqu'un qui a passé des décennies à monter des dossiers. Nous devons transmettre cela aux autorités immédiatement, ainsi que les accusations d'usurpation d'identité, de meurtre et probablement de fraude fiscale, ai-je ajouté, car qui dit monter un dossier, dit-il, autant être minutieux. Patricia est une petite criminelle très occupée. Nous sommes allés au siège de la police d'État où les contacts de Frank nous ont assuré une audition immédiate avec les enquêteurs au lieu de rester dans les salles d'attente jusqu'à mardi prochain. Je me suis rendu tout en présentant toutes les preuves que nous avions rassemblées, ce qui était probablement l'entrée la plus spectaculaire que ce bâtiment ait connue depuis des années. « Madame Wilson, » a déclaré le capitaine Rodriguez, après avoir tout examiné avec l'attention particulière habituellement réservée au numéro de loterie, cela change complètement l'enquête. Nous émettons immédiatement des mandats d'arrêt contre Patricia Peterson et votre fils Michael. Vous devez en savoir plus, ai-je dit en leur montrant les recherches de Frank sur les identités et les mariages antérieurs de Patricia. C'est une tueuse en série qui a déjà commis ce crime, à plusieurs reprises, en fait. Elle est très minutieuse. En quelques heures, des équipes de police ont été dépêchées pour arrêter Patricia et Michael. J'ai attendu au poste,
sentant enfin que la justice pourrait l'emporter, supposant que Patricia n'avait pas un autre plan d'évasion planqué quelque part, vu son passé. Si tout semblait optimiste, l'appel est arrivé 1 heure plus tard. Michael est en garde à vue, mais Patricia s'est échappée. La maison était vide, à l'exception de Michael, assis dans le salon comme s'il nous attendait d'où qu'elle se cache. Et connaissant Patricia, elle avait probablement plusieurs plans B. Elle a lancé une dernière manœuvre qui a démontré précisément pourquoi elle avait si bien réussi dans cette affaire de meurtre en série. Elle a appelé la ligne d'assistance téléphonique de la police avec une histoire destinée à se sauver et à détruire Michael. « Voici Patricia Peterson », a-t-elle dit à l'inspecteur avec une sincérité larmoyante qui aurait été récompensée. Je tiens à signaler que tout était l'idée de Michael Wilson. Il m'a forcé à l'aider à empoisonner sa mère. J'ai des SMS prouvant qu'il avait tout planifié. Même menacée d'arrestation, Patricia jouait comme un grand maître d'échecs, jetant Michael sous le bus avec l'efficacité de quelqu'un qui avait clairement réfléchi. On ne pouvait qu'admirer son instinct de survie. « Elle ment !» a hurlé Michael lorsqu'on lui a parlé de l'appel de Patricia, manifestant enfin une émotion au-delà de l'angoisse coupable. Tout était son idée. Elle m'a manipulé pour tout. Mais à ce moment-là, Patricia avait disparu, laissant Michael seul face aux conséquences, tandis qu'elle planifiait probablement sa prochaine identité et sa prochaine victime. La chasse à l'homme pour Patricia a duré 6 jours, ce qui était apparemment plus long qu'il n'en faut pour retrouver la plupart des fugitifs, mais plus court que pour organiser un mariage décent. Malgré son avance et ce que je croyais être des ressources considérables, les technologies de surveillance modernes et sa fâcheuse habitude de cibler des cibles prévisibles ont fini par la rattraper. La police l'a retrouvée dans un hôtel à 3 états de là, en train de faire des recherches sur sa prochaine victime potentielle, un autre riche veuf rencontré en ligne parce qu'apparemment, elle avait un type et n'hésitait pas à le suivre. L'homme pensait probablement avoir gagné à la loterie romantique. Pauvre idiot. Pendant ce temps, Michael était en prison, abandonné par sa complice et confronté à la loi qu'il avait contribué à contourner. Lorsque Patricia fut finalement ramenée menottée, les retrouvailles ne furent pas celles qu'ils avaient prévues pour leur association criminelle. « Espèce de menteuse !» hurla Michael à Patricia tandis qu'on la conduisait devant sa cellule, manifestant enfin la passion que j'espérais qu'il aurait manifestée pour défendre sa mère. « Tu m'avais promis qu'on serait ensemble. » Patricia le regarda avec un amusement froid, comme si elle observait une expérience scientifique intéressante, mais finalement décevante. « Oh, Michael, toi, gentil et stupide homme, tu croyais vraiment qu'il s'agissait d'amour ?» Le procès était une démonstration spectaculaire de destruction mutuelle qui aurait été divertissante si ma propre famille n'y avait pas été impliquée. Patricia maintint sa version selon laquelle Michael l'avait forcée à participer par la menace et la manipulation, tandis que Michael insistait sur le fait que Patricia était le cerveau qui l'avait séduit et poussé à trahir sa propre mère. « Mesdames et messieurs les jurés, » a déclaré le procureur avec ce flair dramatique que j'admirais autrefois. « Nous avons 2 criminels qui ont comploté pour assassiner une femme innocente, et maintenant ils ne peuvent même plus honorer leur complicité criminelle. » Le passé de Patricia est revenu la hanter avec des détails accablants. Les familles d'Harold Blackwood et de Robert Mills ont témoigné de leurs soupçons. Les enquêteurs ont présenté des preuves de ces pratiques d'usurpation d'identité et la chronologie des décès consécutifs à ces mariages a dressé un tableau clair et précis de meurtre en série avec une efficacité impressionnante. Madame Peterson, a déclaré le juge lors de la condamnation, vous êtes une prédatrice qui a passé des années à cibler des personnes vulnérables pour leur argent. Ce tribunal vous condamne à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Michael a été condamné à 20 ans de prison pour complot et falsification de preuves. Une peine plus légère en échange de sa coopération pour révéler les méthodes de Patricia et probablement de ses sincères remords, même si cela était discutable. Assis dans la salle d'audience, les regardant tous 2 être emmenés enchaînés, j'ai ressenti un mélange complexe de justice et de tristesse. Patricia passerait le reste de sa vie en prison, ce qui semblait approprié pour quelqu'un qui avait fait carrière dans le meurtre. Michael perdrait les meilleures années de sa vie à payer pour sa trahison, tragique mais nécessaire. Le châtiment le plus juste, ai-je dit à Frank par la suite, serait qu'ils passent leurs années de prison en sachant pertinemment à quel point ils se détestent. J'étais libre, justifié et en vie. Mais le prix à payer fut la destruction de ma famille et la certitude que mon propre fils avait été prêt à me regarder mourir pour de l'argent. Parfois, le prix de la survie est tout ce qu'on croyait protéger. Mais au moins, j'avais eu le dernier mot. Et n'est-ce pas vraiment ça, la famille? Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires.
Votre avis compte.